Sophie pour l'enregistrement. On peut y aller, Anne-Claire, je vois personne qui se connecte pour l'instant. En plus, tu introduis, comme ça, j'ouvrirai un peu à tout le monde au fur et à mesure. Ok, et ben on est parti. Et ben j'espère que vous allez bien, que vous avez tous votre repas face à vous. Nous, on est ravis d'être là. Et oui, je vois Margot qui met dans le Slack, oh là là, le chat, Slack, chat. Et voilà. Dans le chat, la vidéo de la dernière fois, n'hésitez pas à la récupérer. C'était donc la masterclass sur les feedbacks faits par nos collaborateurs Pierre et Étienne. Du coup, on est Sophie et Anne-Claire, on est cofondatrices de Fly the Nest et on est là aujourd'hui pour vous parler lors d'une petite masterclass d'1 heure ensemble qu'on a appelée Scaler et se former en même temps, un défi impossible. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas du tout, sachez que Fly the Nest est une entreprise qui a 7 ans et qui accompagne les organisations dans leur changement d'échelle, quelque part faire en sorte de mieux collaborer, mieux suivre des projets, mieux avancer ensemble. Et Sophie et moi sommes un peu les experts de la formation en interne, et ce depuis 3 ans. Nous avons développé plusieurs produits qui vont de la sensibilisation, comme on va faire aujourd'hui, mais aussi de la formation. En plus d'être facilitatrice, nous sommes maintenant formatrices à mi-temps et aussi de la formation au sens large, mais même jusqu'à de l'aide à l'implantation d'académies internes. Vous voyez, notre scope d'expertise est assez large. Et Julien arrive, mais dis donc, il y a tout Enerbioflex aujourd'hui. Bienvenue Julien. Nous sommes aussi cofondatrices quelque part donc de l'atelier de Fly the Nest, qui est le lieu immatériel de l'apprentissage et de la formation chez nous. On souhaite quelque part vous partager un peu notre passion de la formation là pendant l'heure à venir, aussi parce qu'on est tout à fait touchés par le fait de donner le pouvoir d'agir aux personnes. Nous, on ne pense pas que tout le monde est entrepreneur dans l'âme, par contre, on est sûr que tout le monde peut entreprendre à son échelle, quelle que soit l'entreprise et sa place dans l'entreprise dans laquelle il est. D'où tout ce qu'on souhaite, c'est de vous partager des bonnes pratiques de l'entrepreneuriat. Et ici, particulièrement, nous allons parler du coup de la culture de l'apprentissage, de l'itération, de l'amélioration en continu. Voilà un petit peu pour vous donner un peu d'appétit. Voilà, tout simplement. Et puis, Sophie, du coup, je te laisse dérouler quelle est peut-être la thématique qu'on va aborder aujourd'hui et lancer un court icebreaker. Yes. Aujourd'hui, du coup, on va parler de culture apprenante. Donc, on va utiliser une petite métaphore, celle des plantes, à savoir un peu comment est-ce qu'on arrive à faire grandir nos équipes. Et pour ça, je serais curieuse de savoir, vous allez pouvoir nous dire dans le chat, un peu votre terrain de jeu actuellement, en ce moment, que vous soyez dans une start-up, dans un grand groupe, un peu comment ça se passe au niveau de la formation. Est-ce que A, c'est super fertile parce que ça progresse à tout va et vous êtes venu prendre d'autres conseils pour aller encore plus loin? Est-ce que B, partiellement humide, les gens progressent, mais on est loin du jardin à l'anglaise, on a quand même envie d'un peu plus pousser la formation? Est-ce que C, nos boutures avaient de gros potentiels, mais depuis quelques saisons, ça stagne? Donc là, il y a peut-être pas mal de choses qui étaient implémentées. On sait que mine de rien, nous, c'est le cas en interne à Fly the Nest, avant le Covid, on avait une manière de travailler avec une manière de progresser qui a drastiquement dû être adaptée aux nouvelles formes maintenant de travail. Donc, c'est peut-être votre cas. Et des sablonneux et arides, on n'a jamais trop su faire. Ça veut dire que la formation, on a envie, mais on ne sait pas trop par quel bout commencer. Donc, allez-y dans le chat. Dites-nous, est-ce que c'est A, B, C, D ou, je ne sais pas, encore un autre terrain, vous pouvez nous décrire. C'est un peu pour sentir en gros votre appétence au sujet, à quel point là vous sentez qu'il y a des gros défis ou pas. Donc allez-y, comme ça nous permet un peu de sentir la tendance et après on va vous donner des conseils. Il y a du C, il y a Du du C, B. du B, du C, du B. Ok. Ouais, la polarité A et D, c'est cité. B et C, ok. Ok, entre A et B chez Natasia, mais rien de formalisé. Ok, Ok, trop bien, trop bien, trop bien. Euh, ok, Aujourd'hui, ok. donc on va rester dans la métaphore, merci Anthony, du potager, du terrain. On va aborder différentes choses dans cette masterclass. On va déjà parler du terrain. Vous allez pouvoir un peu, on va être un peu expliciter ce qu'on entend par terreau fertile. C'est quoi un peu la base? On va pas y passer trop de temps. On va rapidement aussi passer en revue les croyances limitantes, tout ce qui peut bloquer la formation aujourd'hui en entreprise, quelle que soit l'organisation dans laquelle vous êtes. On va essayer de voir comment les dépasser. Le cœur de notre intervention aujourd'hui, il va porter sur les ingrédients
d'une culture apprenante parce qu'on veut tout simplement que vous repartiez avec un maximum de bonnes pratiques. Donc, c'est sur ça qu'on va le plus passer de temps. Bienvenue Marie qui nous rejoint. On va vous donner des astuces à la fois avec des actions concrètes et aussi plus dans l'état d'esprit, comment vous pouvez aussi travailler vos valeurs et plus le mindset général de l'entreprise. Et on passera aussi en revue, on terminera sur les effets bénéfiques, les fruits qu'on peut récolter avec une culture apprenante, le tout avec ce modèle graphique que je me suis amusée à créer. Et pour la petite anecdote, que j'ai créé en formation il y a 2 semaines, comme quoi Inception, formation dans la formation, formidable. Anne-Claire, du coup, je te passe le micro. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus du terrain fertile? C'est quoi un peu le terrain sur lequel déjà nous aussi on opère chez nos clients et c'est quoi un peu les caractéristiques d'un terreau avant de se lancer dans la traitement de la formation d'entreprise? Yes, je veux bien que tu zoomes à fond, bah parfait, sur le terrain fertile et sur les obstacles. Bienvenue du coup à Marie qui vient d'arriver, on lance à peine, donc il y a pas de problème. Aparté, donc en effet, ce système, ce dessin, c'est Sophie qui nous le propose. On l'a co-construite à 2, donc n'hésitez pas aussi à nous faire des retours à la fin de la séance. On vous l'enverra en tout cas avec plaisir. On était ravis de rendre ça le plus imagé possible. Bah oui, pour démarrer, c'est pour ça qu'on a commencé avec un icebreaker et on va vous donner A, B, C, D, quelque part, à quel point vous trouvez votre terrain, votre environnement fertile. Quand on a démarré les réflexions autour de cette masterclass, en fait, on s'est posé une question avec Sophie. On s'est dit, en fait, dans le fond, comment ça se fait qu'une organisation avec des gens motivés, avec des objectifs certainement ambitieux, comment ça se fait que là-dedans, la progression individuelle ne soit pas toujours au rendez-vous? Quelque part, qu'est-ce qui ferait qu'un terrain ne serait pas fertile? Je suis sûre qu'à la base, si vous êtes tous, alors, on n'a pas su exactement si vous êtes tous dans des startups ou plutôt des PME, des entreprises, des ETI, que sais-je, quelle soit la structure dans laquelle, même associative, dans laquelle vous êtes, personne n'a répondu de D. Donc, c'est quelque part, tout le monde a déjà un peu de graines, des petites choses. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça bloque ou qu'on ne va pas plus loin? Selon moi, l'infertilité ne sera pas par nature. Par contre, c'est peut-être qu'on est criblé de obstacles et de croyances qui peut-être nous empêchent de faire pousser, là dans notre cas, le petit plant de tomate, mais en tout cas, de faire pousser nos collaborateurs, les faire grandir comme il se doit. Les croyances, les obstacles, vous les voyez là en marron, quelque part à côté de la petite feuille séchée. On va pouvoir en parler ensemble. Les obstacles peuvent être multiples. Alors là, on a rigolé, on a dit, bah, il n'y a pas de budget, se former, mais pourquoi faire? On n'a pas le temps de toute façon. Waouh, on embauchera des seniors quand on pourra, etc., etc. C'est le genre de grandes phrases que l'on peut nous entendre très souvent. Je suis sûre que vous en avez déjà croisé. Mais quelque part, si on rentre là-dedans, les obstacles, c'est vrai, sont nombreux. Qu'on ne pense pas assez, peut-être quand on parle de formation, d'apprentissage interne, c'est la résistance au changement. Je pense, ou même la culture de résistance au changement. Je pense que pour plusieurs personnes, ils ont peur de perdre du temps. Ils ont peur de ne pas tout à fait voir les bénéfices. Voire même, il peut y avoir des vrais. J'aime bien parler de résistance parce que je pense qu'il peut y avoir de vraies craintes. Quand vous regardez autour de vous, je ne sais pas si c'est le cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques précises à partager dans le chat, il est ouvert face à moi. Mais des craintes, presque de l'incertitude en fait, liées à de nouveaux processus ou de nouvelles compétences. C'est apprendre égale, je vais peut-être sortir de cette fameuse zone de confort, pour en faire quoi? Est-ce que vraiment j'ai de l'intérêt? Et c'est vrai que si l'entreprise n'a pas de culture qui favorise l'apprentissage, on peut vivre un peu perdre pied, avoir du mal à créer de la motivation. Un autre obstacle très connu, le coût, en effet. Il y a une grosse croyance, c'est qu'on ne peut pas faire grand-chose en formation sans budget. Oui, la formation extérieure, ça coûte cher. Ça, on verra, il y a plein de choses à imaginer. Bon, déjà, il y a des aides à la formation, mais surtout, on peut aussi se débrouiller en interne. Nous, avec Sophie, on est très, très, très pour la débrouille et vous allez voir, on peut déjà en faire des choses en interne avec peu d'argent et peu de ressources. La formation, ça peut paraître comme un investissement de riche, quoi. On forme, on sort de l'argent pour former les salariés, mais en fait, c'est une erreur et une des, des grandes convictions qu'on a avec Sophie, c'est justement se battre contre la fameuse «on embauchera des seniors quand on pourra». Embaucher des seniors, ça coûte cher. Peut-être même plus que former déjà, le substrat de base, l'équipe de base, le noyau dur qui est autour de vous.
Donc voilà, peur et croyances autour du manque de temps à allouer, peur et croyances autour du budget, peur de se former, peur du changement, crainte du changement, hem, crainte de l'argent. Voilà tout ce qui pourrait se passer et on a encore des nouveaux participants et peut-être un dernier obstacle qu'on n'avait pas vu venir. Salut Cathy, bienvenue, bienvenue. Hem, un dernier obstacle donc serait peut-être le manque de clarté de l'objectif de la formation. Je m'explique. Des fois, on a du mal à comprendre en quoi une formation interne ou faire grandir les salariés vont vraiment soutenir les objectifs globaux de l'entreprise. Pour ceux qui nous connaissent, chez FlyzNest, vous savez qu'une de nos, grandes, comment dire? Un de nos fondamentaux, qu'on aborde est la vision d'entreprise et la stratégie et comment on met au clair les salariés et leurs leaders derrière une stratégie claire et c'est vrai que, ben, si la place de la formation et de ce qu'on va y apprendre n'est pas, dans les objectifs globaux, si on les retrouve dans aucun KPIs du tableau de pilotage, si ça n'a pas sa place, ben, on en perd vite le sens et ça va commencer à être relégué quelque part au deuxième ou au troisième plan. Voilà un petit peu, quelque part, tous les croyances, tous les obstacles qui, nous bloquent dans la fertilité de ce terrain. Vous allez voir, ben, comme toute croyance, ce n'est qu'une perception de la réalité et ça peut être tordu, ça peut être changé par plein d'actions. On a voulu cette masterclass comme très concrète et du coup Sophie, je vais vous partager, des petites idées d'actions concrètes à mettre en place dès demain, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre place dans l'entreprise pour, ben, avancer aussi bien que possible dans, l'amélioration de votre apprentissage finalement. Ouais, on est vraiment parti des basiques. Avec Anne-Claire, on s'est posé, on s'est dit: «Qu'est-ce que nous, même en tant qu'organisation, on a mis en place dès nos débuts, concrètement pour faire progresser, nos coéquipiers et notre équipe?» La première action que je vais vous raconter un peu là, en essayant de pas de enfin, de vous donner à la fois suffisamment de détails, mais pas non plus, trop parce qu'en fait, le but, c'est aussi que vous adaptiez ça à vos besoins, c'est le mentorat. Alors on apprend par mentorat, c'est quelqu'un, donc c'est souvent un duo, quelqu'un de plus expérimenté sur un sujet qui va prendre quelqu'un sous son aile pour lui, délivrer, lui transmettre son savoir. On peut faire du mentorat en interne ou aller chercher des mentors externes. Nous, on aime beaucoup le mentorat interne parce qu'il permet à la fois à la personne qui bénéficie du mentorat de monter en compétences rapidement, mais aussi à la personne qui mentore, d'avoir son expertise qui est reconnue et de créer aussi du lien avec, un de ses coéquipiers. On peut envisager du mentorat sur du savoir, on va dire froid, concret, technique. Donc, pensez à tous les métiers, où il y a peut-être des différences de seniorité et où il y a besoin d'un passage de relais sur des choses très concrètes, ça peut faire l'objet d'un mentorat ou peut-être plus des postures. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui, pourrait avoir, envie de progresser sur tout ce qui est prise de parole, conduite de réunion, il peut très bien se tourner vers quelqu'un de l'équipe, il se dit: «Bah, tiens, Noémie, quand elle fait ses réunions, c'est toujours hyper bien, hyper fluide. Bon, bah, tiens, il va proposer à Noémie de se prendre un temps». Ça a pas besoin d'être, dans une durée très longue. Nous, le mentorat chez Fly the Nest, c'est une pratique qu'on a depuis des années et c'est un peu laisser libre aux personnes qui en ont besoin. Donc souvent, le «mentoré» entre guillemets fait une demande à un mentor et ils peuvent, choisir de travailler ensemble sur 3, 6 mois, 1 an, en fait, en fonction de ce qu'on veut développer comme compétences. Mais c'est vraiment, en fait, à co-designer avec les 2 personnes qui sont concernées, quoi. Donc ça peut vraiment être chouette et retenez bien, ça peut être fait dès demain. Vous sentez qu'il y a, différents niveaux d'expertise, et ça permet de reconnaître, la compétence de quelqu'un en interne et de créer du lien avec les membres de son équipe. Nous, on est sur plusieurs, villes, bah, tant qu'à faire, on essaie de trouver un mentor qui est dans son équipe parce que du coup, ça permet aussi de mieux se connaître. Dans cette même veine, il y a ce qu'on appelle le co-développement. Donc, c'est une technique où là, cette fois-ci, on va pas être en duo, on va être en petits groupes. J'allais dire entre 5, 6, 7 personnes. Le but, c'est quand même d'être un groupe relativement restreint pour permettre à tous, pendant une séance, de pouvoir prendre la parole. Et on va venir, en fait, traiter un sujet ensemble et s'entraider pour trouver des solutions. C'est souvent des co-développements peuvent se faire avec des gens du même niveau. On dit que c'est un groupe de pairs, P-A-I-R, qui se rassemblent pour traiter un sujet donné. On peut choisir de ne pas avoir de sujet donné. Par exemple, on va se dire, en fait, on va réunir les managers d'une équipe. Le point commun qu'ils ont, c'est qu'ils managent. Mais dans une séance de co-développement, on va y retrouver, en fait, ça va dépendre de la problématique que les membres de ce groupe de co-développement vont apporter. Donc, ils peuvent traiter plein de choses.
On peut aussi envisager le co-développement en lui apportant une thématique. Par exemple, là, on sait qu'on veut créer un groupe qui va parler de tel logiciel ou de tel métier ou de telle compétence. Ça, en fait, c'est aussi à vous de le sentir. Il existe plein de techniques de co-développement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on a parmi nos membres d'équipe, notamment Margot qui est dans le call aujourd'hui, des experts en co-développement. Donc, si vraiment vous vous dites c'est bien, mais j'ai essayé plusieurs fois et je me suis un peu pris les pieds dans le tapis, on sera ravis de vous donner des conseils peut-être un peu plus poussés. Moi, ce que j'aime bien avec cette pratique, c'est un peu comme le mentorat. Vous pouvez très bien l'envisager en interne si vous êtes déjà une équipe un peu étendue pour créer un peu des ponts, rassembler des gens au-delà des projets. Mais vous pouvez très bien aussi inciter des membres de votre équipe qui seraient les seuls représentants de leur métier à aller chercher du co-développement ailleurs. Moi, c'est un truc que je vois beaucoup chez des amis, notamment qui sont product owners, souvent dans une startup, surtout au début. Il n'y a pas 6 personnes qui font ce métier. Donc, ils peuvent se dire, bah, tiens, il y a des fois où je suis face à des dilemmes, où j'ai des décisions à prendre et j'ai pas forcément quelqu'un avec qui en parler en direct et qui va pouvoir me challenger ou m'aider dans la prise de décision. Donc, souvent, il y a des métiers très précis qui font partie de cercle à l'extérieur de leur entreprise pour aller chercher des bonnes pratiques. L'avantage de ça aussi, quand bien même vous avez peut-être des collègues qui font le même métier que vous, c'est d'aller chercher des pratiques différentes. Nous, évidemment, en interne à Flyzonest, on fait aussi un peu de co-développement parce qu'on est nombreux à être facilitateurs, formateurs ou coachs, mais de temps en temps, de croiser d'autres facilitateurs externes qui ont une autre culture, qui ont une autre approche, ça fait aussi beaucoup de bien pour venir enrichir ces pratiques. Donc ça, c'est les 2 premières qu'on vous recommande parce que ça peut se mettre en place dès demain. Si vous choisissez de le faire en interne, à la limite, ça vous coûte que du temps des personnes, mais vraiment le bénéfice, il peut vraiment être important. Ensuite, on a mis ça, le 3e point, c'est les temps d'échange. Là, c'est peut-être un peu énigmatique comme ça, mais ça va être tous les moments, on va dire les déjeuners, les petits déj, les moments un peu de temps off où on va venir faire de la formation un peu détournée. Pendant longtemps à Flyzonest, on avait les déjeuners du lundi où on se formait. Comme on faisait le même métier au quotidien, mais qu'on se croisait peu, on se dit, bah, en fait, le lundi, c'est notre journée d'équipe. Donc, c'est logiquement un moment où on déjeune tous ensemble. Bah, il y a l'un ou l'une d'entre nous qui va un peu faciliter le temps et on va venir revoir nos gammes ensemble. On avait un autre moment dédié. J'en parle au passé parce que du coup, là, l'équipe a vachement évolué. On est sur plusieurs sites, donc il y a des pratiques différentes, mais ça fonctionnait super bien. On avait un temps qui était plutôt pas de la formation sur nos métiers, mais plutôt un temps d'ouverture, de créativité et d'inspiration. C'était les vendredis midi. Décidément, on aimait bien les temps de formation sur le midi. Ça nous correspondait, donc c'est à vous de tester aussi en fonction de vos habitudes de travail. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être formés sur la pause déj, donc à vous de sonder le besoin et l'envie. Mais le vendredi, c'était plus des sujets pas forcément en lien avec le travail. On a une de nos collègues qui faisait du clown à côté, donc elle est venue nous faire une formation, plutôt une présentation et un moment d'inspiration sur le clown. On peut faire venir du coup des experts extérieurs pour un peu ouvrir les chakras. Vous voyez, en fait, il y a plein de formats qui existent. C'est à vous de sentir. Si vous sentez que là, l'équipe a besoin de monter en compétences et qu'il y a plusieurs personnes qui ont besoin de développer la même compétence au même moment, bah, tant qu'à faire, combiner les mentorats avec des temps d'échange en groupe et de se dire, bah, on se fait un temps de training, de management sur une pause, mais pas et ne voyez pas que ça sur les pauses non plus. Vous pouvez très bien aussi faire une réunion dédiée à de la progression. C'est vraiment tout le mal qu'on vous souhaite. Ou tout simplement, en fait, donc là, c'est la montée en compétences, ou à l'inverse, plutôt vous sentez qu'il y a la créativité, il y a un besoin d'aspiration, il y a un besoin un peu de veille, de le faire de façon collective, dans un moment un peu de convivialité, ça peut aussi remplir ce besoin-là. Le 4e point qu'on vous recommande, qui pareil peut être mis en place dès demain sans mettre un trop gros budget, c'est ce qu'on appelle le partage de ressources. Alors très concrètement, ça peut être le fait d'avoir une bibliothèque partagée. Et si au début, vous n'avez pas trop de budget, vous pouvez très bien demander à chaque membre de l'équipe de venir avec le bouquin qui l'a aidé cette année. Du coup, ça peut être des livres qui vont être sur votre secteur d'activité, sur les métiers, ou même carrément des romans, des BD. Enfin là, vous pouvez très bien aussi ouvrir les chakras et ne pas fixer, on va dire, de contraintes dans les ouvrages que vous leur demandez d'apporter. Ou alors, si vous avez déjà un petit peu de budget, bah, en fait, voyez un peu la littérature un peu incontournable sur votre secteur et que vous avez envie de partager, ou sur des thématiques plus en relation avec la collaboration, donc les très bons bouquins de management ou ce genre de choses. Mais au-delà même des livres, parce que c'est souvent, et c'est chouette, c'est la première ressource à laquelle on va penser,
parce qu'en plus, elle peut être l'objet de prêts et d'échanges avec les collaborateurs. Mais pensez aussi plus loin, vous pouvez très bien avoir une base de données, donc que vous soyez sur Confluence, Notion, Trello, peu importe, où vous répertoriez des podcasts, des vidéos, même il y a des tas et des tas de formations gratuites qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Et chacun pourrait dire, bah tiens, sur le produit, il y a ça, sur le management, il y a ça, pour créer un peu votre bibliothèque interne, à la fois avec des ressources, on va dire, physiques tangibles et peut-être plus des ressources virtuelles pour que vos collaborateurs qui soient en période d'onboarding ou là depuis longtemps, ils aient un endroit où ils peuvent se nourrir. Et j'insiste, varier les formats. Il y a des gens qui sont pardon, très friands de lecture et qui vont se former en lisant des bouquins, d'autres pas du tout. Donc, aller chercher des ressources différentes, ça permettra de répondre aux différentes préférences quand il s'agit de progresser et de se former. Et enfin, le dernier point, en tout cas dans les actions très concrètes et faciles à mettre en place dès demain, vous pouvez le faire dans vos équipes, c'est d'avoir un canal de communication dédié. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous travaillent avec Slack, mais il y a aussi tout ce qui est Microsoft Teams. Enfin, il y a différents, j'imagine, espaces pour communiquer avec vos équipes en direct. Nous, rapidement, on a mis un canal dédié sur de la formation, il y a un canal sur la veille, et même d'avoir un canal Slack qui s'appelle chez nous coup de main. C'est si quelqu'un a un besoin d'aide, qui cherche une information. Et moi, je me suis rendu compte que souvent, mes coéquipiers qui venaient d'arriver dans l'équipe, ils utilisaient beaucoup ce canal. Et en fait, ça permet aussi d'identifier les expertises. Vous voyez, en fait, ce canal, ces canaux peuvent apporter énormément d'informations et de se dire, bah, on remarque que les personnes qui répondent le plus rapidement sont, bon, il y a un peu des tendances aussi, ça va dépendre aussi de la réactivité et à quel point vous êtes connecté ou derrière votre ordinateur. Mais il y a aussi, bah, tiens, on constate que Jérémy, dès qu'il y a une question sur le commercial, c'est un des premiers à répondre. Bah, peut-être qu'on est en train d'identifier un expert sur cette question-là. Et peut-être quand il sera question de mettre en place du mentorat, on va tourner vers Jérémy, qui est très bon en commercial. Et du coup, c'est top. Donc voilà un peu pour les premières actions concrètes. Anne-Claire, est-ce qu'on ne regarderait pas aussi un petit peu plus l'état d'esprit et ce qu'on mettrait plus dans les valeurs qui peuvent supporter aussi ces actions? Absolument. Avant de rentrer dans l'état d'esprit, je me permets de compléter ton propos, Sophie, sur les actions concrètes, un peu pour enfoncer le clou. Décidément, aujourd'hui, j'ai vachement de mal à parler, je suis vraiment désolée. C'est digestion, j'ai mangé trop tôt, voilà. Si je reviens un petit peu sur ces actions concrètes, et que j'enfonce le clou sur ce qu'on s'est dit en tout début de séance sur le fait, redonner du pouvoir d'agir. Quand on regarde ces 5 points, que ce soit du mentorat, du co-mentorat, du co-développement, des temps d'échange entre pairs, du partage de ressources, des canaux de com dédiés, tout ça n'a en aucun cas besoin de patron. Tout ça peut être mis en place par n'importe qui n'en a l'envie. Et c'est important de se le rappeler aussi. On a toujours tendance à quelque part peut-être se plaindre ou manquer d'outils ou de réflexes pour faire quelque part évoluer, booster la culture de son entreprise. Mais quel que soit de là où vous partez, ou si vous avez de la bonne volonté, vous pouvez tout à fait mettre en place ce genre de choses. Et mon autre point là-dessus, sur ces 5 points, ça n'a en aucun cas besoin que ce soit le cas de toute l'entreprise. Le co-mentorat n'a besoin finalement que de 2 personnes, à la limite, qui en ont envie. Le co-développement, bon, c'est mieux si on est 3-4. Les temps d'échange, ça peut se faire à 2, à 3. Le partage de ressources, un Pékin dans un channel Slack ressources pourrait faire vivre la chose. Le canal de com, pareil. Vous êtes libre de tester ce que vous voulez et peut-être de commencer. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la philosophie des petits pas quand il s'agit de faire évoluer la culture d'entreprise. Quelque part, rien ne vous empêche après ce call de réfléchir à quelles sont les 2-3 personnes autour de moi dans la boîte avec qui je me vois bien lancer ça, tester ça, puis après itérer. Personnellement, j'accompagne énormément de grands groupes et d'ETI en ce moment, donc des entreprises avec des milliers de personnes dedans. Et au sein de ces grands groupes, je crois énormément à la révolution par l'exemple. Mener des micro-révolutions internes et des changements de plus en plus profonds, voire même des transformations par l'exemple. Si des collaborateurs voient votre petite équipe se transformer au fur et à mesure grâce à des micro-prises de décision, des micro-actions, ils vont en avoir envie et vont faire la même chose, puis commencer à grandir, et cetera, et cetera, et cetera. Donc voilà, vous pouvez avoir un effet quelque part retentissant en mettant en place juste du co-mentorat. Et pour être très, très, très concret, ça ne demande rien d'autre que peut-être
allez, une demi-heure de partage à votre prochain séminaire de qui souhaite être mentoré sur quel sujet et par qui, parce il reconnaît l'expertise de qui sur quel domaine. Et c'est parti. Il ne manquera plus que les laisser se rencontrer dans un temps d'eux, croiser leurs attentes respectives et voir s'ils peuvent bien bosser ensemble. Anne-Claire, je te remercie d'avoir appuyé ce point. Et pour Mmh. moi, ça va pour initier, mais aussi pour le faire perdurer. Nous, je sais que c'est un travers qu'on avait eu. Il y a une période où, du coup, pendant nos déjeuners de training, s'il manquait deux personnes, on était 8 à ce moment-là, s'il manquait deux, trois personnes, on le faisait pas. Ce qui était idiot, en fait, parce que à la minute où tu es ne serait-ce que deux, trois, tu peux quand même faire une chouette séance de partage d'expérience et de progression. Donc, à la fois pour l'initier, mais même pour le maintenir, n'attendez pas que 100% adhèrent au principe pour vous lancer ou pour le faire. Absolument. Vous le voyez, à côté des actions concrètes avec la petite étoile, on a mis plein de petites bulles avec demander de l'aide, feedback, droit à l'erreur, et cetera. On a voulu quelque part illustrer aussi là, le côté état d'esprit. Parce qu'on a remarqué quelque part que si ça pêche de ce côté-là, vous aurez beau mettre toutes les actions concrètes que vous voulez en place, ça risque d'être plus difficile. Le feu risque d'être difficile à prendre. C'est marrant, on a eu cette idée il y a très peu de temps en parlant avec, des fondateurs, que je coach actuellement et en fait, on se disait: «Mais qu'est-ce qui fait que les personnes que j'accompagne et que je manage, qui sont pourtant naturellement curieuses», là, d'autant plus qu'ils font, c'est un domaine de l'éducation, donc ils sont tous à fond dans, des produits d'éducation et de pédagogie et en fait, on s'est rendu compte que c'est pas tant que les personnes n'ont pas de valeur de curiosité ou d'apprentissage, mais plutôt qu'elles ont tellement peur de se tromper. Peut-être qu'autour de vous, on a du mal avec le droit à l'erreur. Peut-être que les échecs sont particulièrement, décriés ou montrés du doigt. Et ça peut-être alors, s'il y a des managers ici, tant mieux, sinon à votre niveau, quel que soit où vous en êtes dans l'entreprise, on pourrait parler de votre leadership et votre manière de mettre en mouvement autrui et d'infuser quelque part la bonne posture, la bonne parole. Hem, Comment peut-être commencer à donner droit à l'erreur, à mettre en avant les apprentissages, post-échec, les tous les temps de réunion de: «OK, on s'est planté là, mais pourquoi et voilà comment on a appris», le partage d'expériences là-dessus et mettre en valeur, en fait, la progression et peut-être aussi reconnaître les personnes qui ont eu l'audace, donner de la reconnaissance aux ceux qui ont su se planter et ont su aussi, peut-être réitérer et rechanger. Hem Et c'est là c'est marrant, on en parlait juste avant avec Natassia au début de ce call, c'est là où on peut faire intervenir cette fameuse valeur de progression. Alors vous le savez, nous chez Flagenest, on est assez fans de la culture d'entreprise et des valeurs, non pas forcément des valeurs fantasmées ou imposées par une direction marketing ou une direction tout court, mais bien des valeurs vécues. Et pour moi, quand on choisit de bosser notamment en start-up, donc notamment dans un univers qui évolue beaucoup, c'est quand même très rare que naturellement on soit des personnes pas du tout curieuses. Avec la culture de l'apprentissage, la culture de la progression, si vous voulez, il y a un petit peu 2 choses. Ou il y en a déjà un petit peu et dans ce cas-là, vous devez vous poser la question de comment la booster et les solutions doivent certainement se trouver derrière de la posture et du droit à l'erreur et c'est juste du petit boost, redonner de l'énergie. Sinon, c'est peut-être votre culture d'entreprise qui doit se transformer. Peut-être que vous êtes dans une entreprise où les gens sont pas très chauds d'évoluer. C'est moins leur truc, c'est moins dans leur culture, c'est moins naturel chez eux et dans ce cas, moi j'ai une conviction assez forte, c'est qu'on ne fait pas changer les gens qui veulent pas changer. Par contre, on peut doucement transformer la culture de son entreprise et là, ça risque de plutôt se passer dans la partie RH et notamment la partie recrutement. On ne peut pas imposer des valeurs aux personnes là. Par contre, on peut essayer de chercher des personnes qui ont des fortes valeurs de progression, d'itération, de curiosité, d'amélioration en continu et de tout doucement les faire rentrer en entreprise. Alors au début, ils vont un petit peu jouer les poils à gratter, puis petit à petit, pareil, ils vont commencer à prendre de plus en plus de place et tout doucement transformer de manière assez profonde la culture de votre entreprise. Donc voilà, ce que je voulais dire sur les valeurs, c'est où il y a déjà de la valeur de curiosité et de progression. Il faut se poser la question comment la booster via une posture de feedback, de droit à l'erreur, de demander de l'aide, de remercier quand de l'aide a été demandée, de peut-être si vous êtes manager, le mettre en avant comme des compétences intéressantes à mettre en place que d'appeler à l'aide au bon endroit, etc. Et par contre, si pas de valeur de progression, c'est pas naturel chez les gens, il faudra peut-être se tourner vers la transformation un peu plus profonde de vos valeurs et donc dans le recrutement,
de personnes comme ça. Et là, c'est aussi bête que designer les bonnes questions à poser en entretien. Les questions pourraient être: «C'était quand la dernière fois que tu as appris et comment? Est-ce que ça t'arrive souvent? Est-ce que tu pourrais me partager une dernière ressource? Est-ce que» et cetera. Bref, aller quelque part chercher le comportement de curiosité et d'apprentissage chez les personnes que vous recrutez. Vous l'aurez compris, ça nous tenait terriblement à cœur de vous partager des petites actions concrètes, simples à mettre en place, quel que soit votre niveau. Cependant, on pourrait aussi imaginer dans un temps 2 aller plus loin. Sophie, peut-être, est-ce que tu peux nous donner quelques clés là-dessus? Ouais. On a distingué un peu deux autres étapes pour aller plus loin sur la partie formation. La première, c'est, on va dire, des actions des leaders. Alors, les leaders vont pas le faire tout seuls, mais c'est important en fait pour aller au-delà des premiers conseils qu'on vous a donnés, donc de mentorat, co-développement ou de partage de ressources, qui vont de pair avec une valeur d'entreprise et un état d'esprit qui vont soutenir le droit à l'erreur, la progression et le fait de grandir ensemble. Il y a des actions aussi qui doivent être prises plus au niveau stratégique. La première d'entre elles, c'est d'avoir une vraie intention et une vraie stratégie de formation. Nous, c'est quand même assez fréquent qu'on accompagne des entreprises sur la partie stratégique. Et autant il y a vraiment le constat des fois qu'il faut un peu former les équipes, qu'il y a une montée en compétences qui doit s'accompagner, mais c'est quand même très rare qu'elle soit transformée en stratégie concrète ou que la stratégie de formation fasse partie, pour ceux qui l'utilisent, des OKR ou des grands objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est malheureusement un peu le parent pauvre de la stratégie en entreprise, la partie RH et développement, alors qu'en fait, c'est vraiment, enfin nous, et je pense que si vous êtes connectés aujourd'hui, c'est que ça vous intéresse aussi, mais on croit en fait beaucoup au fait que les innovations, la performance et l'entreprise de demain ne pourront être soutenues que par la progression des individus qui sont déjà là dans l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on a mis ce premier point. Stratégie de formation, ça peut paraître un mot un peu gros et un peu ambitieux. Ça peut être, entre guillemets, et pardonnez-moi l'expression, mais tout connement, se dire, pour 2024, c'est quoi notre intention en formation? On est content si quoi? On voudrait quoi? Est-ce qu'on voudrait que tout le monde ait été formé, peu importe sur quoi, savoir-être, savoir-faire? Est-ce que c'est d'avoir formé une certaine partie de notre population qu'on sent particulièrement demandeuse ou qui a besoin? Est-ce que c'est d'avoir initié des premières actions concrètes toutes simples pour au moins redonner ou donner un peu le goût à la progression et c'est très bien. En fait, à la fois sur ce qui va être au cœur de vos intentions et de votre stratégie de formation et de savoir un peu le niveau d'ambition pour pouvoir y allouer aussi un budget, du temps et ne pas juste le laisser uniquement reposer sur des actions concrètes qui peuvent être à l'échelle individuelle, qui sont très bien, qui sont même, j'allais dire clés. On aurait pu faire, j'y ai pensé à la fin, une sorte de pyramide en fait, vous voyez ça? Comme les actions concrètes peuvent être faites par n'importe qui, Anne-Claire le disait, il ne faut pas forcément être, le dirigeant ou un manager de l'entreprise pour mettre en place du mentorat ou du co-développement. Les initiatives en interne, peuvent très bien marcher, mais c'est un peu une base et c'est un peu là, les actions des leaders, c'est un peu le niveau du dessus. C'est une fois que vous avez ces bases, pour venir les compléter, l'intention, la stratégie, se dire: «OK, sur quoi on forme?» Si vous vous souvenez un peu, c'était dans les freins, dans les croyances limitantes qu'on a listées au début, le fait de pas savoir sur quoi se former, ni à quelle échéance, et donc du coup de rester dans cette espèce de brouillard. Bah voilà, enfin, réduisez le brouillard en posant des intentions claires et nettes, en disant cette année on n'a pas trop de budget, donc on va faire le minimum possible et ce sera déjà bien pour après peut-être en 2025 vraiment pouvoir passer l'étape d'après. C'est déjà bien en fait, mais de le savoir et d'en parler aussi aux équipes. Ça va avec la stratégie de formation, c'est de consulter vos équipes. Déjà pour vérifier, si vous vous dites, bah, tiens, ce serait bien de faire un peu plus de formation, bah, d'aller vérifier un peu le besoin au niveau du terrain. Formation, oui, mais on disait, mais sur quoi? Est-ce que c'est de la formation plutôt internalisée ou il faut aller chercher de la compétence externe? Avec quel budget, avec quel niveau d'urgence ou de prégnance? Donc ça, en fait, vous ne le saurez pas si vous ne consultez pas vos équipes. Alors, ça paraît tout de suite assez
énorme de dire, bon, bah, consultation des équipes, mais en fait, ça peut être un questionnaire de fin d'année avec sur quelle partie de ton métier tu aimerais être formé, sur quoi tu perds du temps, sur quoi tu aimerais en gagner. Enfin, ça peut être des questions très simples. Ça peut aussi, au-delà de la consultation, j'allais dire un questionnaire qu'on envoie, ça peut aussi être fait avec les managers. Là, j'imagine que c'est vrai qu'on ne l'a pas reposé. Je serais curieuse si vous avez l'occasion de le dire dans la discussion, un peu la taille de l'organisation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Mais s'il y a déjà des strates managériales qui sont posées, j'imagine que là, vous êtes dans la phase un peu d'évaluation annuelle, soit sur décembre, soit sur janvier. Ça peut être un super levier de discussion. En ce moment, je travaille beaucoup avec des scale-up sur ces questions-là. Et les questions un peu, il est apparu que beaucoup de personnes membres d'une équipe trouvent qu'elles ne parlent pas assez de leur évolution et de leur carrière avec leur manager. Et tout simplement dire sur quoi tu as progressé cette année ou sur quoi tu aimerais progresser l'année prochaine. Question aussi simple que ça. Et après, les managers le remontent à la personne qui a un peu envie de centraliser cette formation, ces informations sur information ou des gens au pôle RH. Et vous pouvez déjà en fait un peu avancer. Nous d'ailleurs, ça c'est une astuce que je vous donne, en tout cas au sein de Fly the Nest, le moment où on va sonder un peu les besoins et les envies de progression, ça peut se faire en fait dans les deux sens. Ça peut être sur quoi j'ai envie de progresser ou sur quoi je peux aider à progresser. C'est aussi intéressant de passer par du déclaratif pour au niveau des experts. C'est de se dire, bah, moi, cette année, j'ai développé une compétence sur ce logiciel-là ou sur ce métier-là ou sur cette pratique-là. Et peut-être que mes coéquipiers ne l'ont pas identifié parce que je travaille plutôt dans mon coin ou je suis plutôt côté client et ils me voient peu. Donc, du coup, de dire, je peux mentorer sur ça. Bon, cette question, elle peut être un peu intimidante parce qu'on est souvent dans des équipes où on a des gens plutôt humbles, ils n'ont pas forcément envie de brandir en disant, je suis une experte en commercial, venez me voir. Mais en fait, posez-leur la question parce que ça peut aussi être une manière de leur donner confiance et on est souvent avec des questions à la négative sur qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce que tu fais moins bien, mais de leur faire dire qu'est-ce qu'ils font bien et qu'est-ce qu'ils aimeraient du coup ou pourraient avoir envie de transmettre soit à des coéquipiers, soit même à des gens qui sont au même niveau hiérarchique. Donc, stratégie de formation, consultation des équipes pour sonder le besoin, mais aussi les compétences. Pensez aussi à la mesure d'impact. On va s'en reparler aussi pour conclure cette masterclass quand on parlera un peu des bienfaits de tout ce qui est culture apprenante et des formations. Mais de la même manière qu'on va sonder le besoin en amont, il va falloir aussi sonder à quel point il y a eu de la satisfaction et à quel point ça a répondu aux besoins en aval d'une formation. Donc ça, c'est pareil, soit avec des questions posées par le manager ou une enquête de satisfaction. Ça, si j'y reviendrai après dans la partie plus de faire appel à des consultants ou à des formateurs externes, en général, ils le font. En tout cas, en tant que formatrice, c'est vrai qu'avec Anne-Claire, on suit des processus assez rigoureux où il nous est demandé en fait de valider, d'évaluer le niveau à l'entrée et à la sortie. Donc ça, ce sera fait. Mais même pour vous, en tant qu'équipe, d'oser poser, de prendre quelques minutes pour demander qu'est-ce que tu as pensé de cette formation? Est-ce que ça a correspondu à tes besoins en termes de fond, en termes de forme? Pour venir aussi, et là je reboucle avec ce qu'on vous a dit tout à l'heure, dans les actions concrètes, venir un peu renforcer tout vos partages de ressources en disant il y a ce webinaire ou ce TEDx qui est hyper intéressant, moi ça m'a grave aidé sur ça. Bon, en fait, on le met dans notre base de données et puis on va même ajouter le petit commentaire de la dernière personne qui l'a vu. Vous voyez aussi comment enrichir même les ressources que vous avez en interne. Et ça, on le dira jamais assez, mais de communiquer. C'est vrai qu'Anne-Claire le disait, attendez pas d'être 100% tous alignés sur l'action concrète à mettre en place pour la commencer. Vous pouvez commencer à deux, mais si vous voulez amener votre culture apprenante un cran plus loin, de parler du fait qu'il y a du mentorat qui se fait, du co-développement ou qu'il y a une stratégie qui vient d'être posée, c'est indispensable puisqu'encore une fois, vos bénéficiaires de la formation, c'est les membres de l'équipe. Donc si en fait on ne parle pas du fait qu'il y a de la possibilité de se fermer ou qu'il y a un sondage qui est fait en ce moment pour évaluer les besoins, les gens peuvent être avec toutes les informations qui circulent dans une entreprise au jour le jour, ils peuvent peut-être zapper le truc et ne pas bénéficier eux-mêmes de la formation. Ce serait quand même dommage de faire tous ces efforts et de déployer cette énergie si à la fin tout le monde n'est pas au courant de ce qui se passe et de ce qui est mis en place pour eux. Dans les derniers points, et après on parlera un peu des fruits qu'on peut récolter après toutes ces bonnes actions, c'était important pour nous d'en parler, mais on ne va pas trop rentrer dans les détails, c'est
n'oubliez pas qu'il y a un chouette panel d'offres aujourd'hui de coaching, de partenaires externes, ou même le fait de pouvoir créer son académie interne. Ça, c'est vraiment si vous êtes peut-être un peu plus nombreux, parce que ça demande quand même un peu de budget. Mais vous pouvez aussi vous dire, bon, bah tiens, là, je sens que le mentorat ou le co-développement, ça suffit plus, entre guillemets, à nourrir mes équipes. Je sens qu'il y a quelques personnes qui vont être particulièrement exposées cette année, dont le job va vachement évoluer, ou qui vont devoir tenir un gros projet. Bah, comment est-ce que je peux commencer aussi à envisager un budget pour faire un accompagnement peut-être plus individualisé, ou plus avec des experts vraiment externes, pour vraiment amener un cran plus loin. Là, il existe pléthore de partenaires potentiels, déjà en France, mais même si vous êtes une entreprise qui a déjà une culture un peu internationale, aller chercher aussi des ressources ou des experts à l'étranger, ça peut aussi être hyper intéressant. Et là, c'est à vous de sentir si c'est du coup des vrais moments, j'allais dire, en présentiel. Vous pouvez combiner ça avec vos séminaires d'équipe et de se dire, il y a une matinée ou une après-midi où on fait venir des gens pour faire de la formation. Je crois que je t'ai vu passer, Cathy, dans le call. On a une formatrice en langue anglaise qui est là et que j'ai rencontrée, qui est aussi formatrice. C'est un exemple, en fait, en se disant, bon, bah voilà, à un moment donné, s'entraider, c'est bien, aller chercher la ressource en interne, c'est génial. Mais ensuite, si on veut vraiment amener un cran plus loin et vraiment développer de la compétence, et ben, aller chercher des formateurs extérieurs, mettre du budget, ça peut aussi être vraiment important pour amener les gens un cran plus loin encore. Avant de conclure cette partie, je me suis noté quelques petits éléments sur lesquels rebondir et vous partager, mais tout en vous les croisant, vous les redonnant, j'aimerais bien, c'est qu'on prenne 5 minutes peut-être dans le chat, 5 minutes de réflexion individuellement. Là, quand on vous a partagé autant d'actions concrètes à mettre en place, à quelle que soit votre place, votre échelle dans la boîte, est-ce qu'il vous reste des blocages, en fait? Est-ce qu'il vous reste des obstacles qui fait que demain, ça vous empêcherait totalement de lancer une première itération, de partage de ressources, une première itération, d'un canal de com dédié d'appel à l'aide, ou une première itération, de mentorat ou de co-développement, ou si vous êtes des leaders, d'implanter un peu plus de travail de stratégie? Voilà, je vous laisse répondre dans le chat. Je vais regarder ça de plus près tout en parlant. Et peut-être sur ce qu'on vient de dire, Sophie, sur les actions des leaders. Là, je me retourne sur les managers et leaders et dirigeants qui nous écoutent. J'en ai vu passer quelques-uns. Ben, sachez qu'il vous incombe peut-être 2 choses: et de penser de la stratégie et de penser les outils opérationnels qui en découlent. La stratégie, c'est se rappeler qu'on ne peut pas tout le temps être en focus externe, c'est-à-dire purement de la vente et de la communication. Il y a des moments dans une entreprise où on est dans le focus interne de construction, où on se laisse du temps pour construire peut-être une V2 d'un produit parfait, où on donne du temps à la technique, on donne du temps au produit, mais aussi où on donne du temps au RH pour se permettre quelque part d'accélérer après. Ces temps de focus, hein, on les sent. Quand quelque part toutes nos capacités techniques, comme humaines, comme financières, sont tremblantes, et qu'on n'est plus capable quelque part d'accuser la croissance sans prendre un vrai temps de pause, peut-être de réalignement, de restructuration, remusclage, ça se dit pas, mais bon, on a compris le principe. Ben, il est intéressant que vous, en tant que leader, partagiez cette stratégie, partagiez ce focus interne, ce temps pour l'équipe, et quelque part vous infusiez cette culture de, pour les 6 mois à venir, un de mes accents sur lesquels on va mettre de l'énergie, du temps et peut-être un peu de sous, c'est faire grandir l'équipe. Et enfin, il ne faut pas confondre stratégie et outils opérationnels. À vous de mettre en place aussi tous les éléments qui rendront la formation et l'apprentissage tangibles, comme par exemple un tableau de pilotage clair qui suit aussi l'avancée qualitative des équipes. On a tendance à suivre des KPI très chiffrés, très quanti, comme le CA de votre entreprise ou toute autre chose. Rien ne vous empêche de suivre le niveau d'épanouissement de votre équipe. Au déclaratif, ça marche très bien. De suivre le niveau d'apprentissage, de suivre aussi la bonne incarnation des valeurs. Si vous avez une valeur de curiosité ou une valeur d'apprentissage, rien ne vous empêche tous les 2 mois, tous les 3 mois, de demander aux personnes au déclaratif de déclarer si pour elles ont été bien incarnées dans l'entreprise ou pas ces derniers mois, et si elles ont des idées de choses à mettre en mouvement. Tout ça peut vous aider à quelque part mettre en place votre stratégie de formation. Un autre élément peut-être, attention au biais de halo, c'est-à-dire le biais qui va donner beaucoup de crédit à des entreprises autour de vous qui, selon vous, donnent des super exemples.
qui sont particulièrement super bons en apprentissage. Je n'en sais rien, on pourrait avoir Cliché dans le viseur, un Apple ou un Blablacar, des gens qu'on voudrait absolument mimer, imiter, parce qu'ils sont vraiment trop forts. Même nous, chez Fly the Nest, on est tellement forts. On vous a donné plein d'actions concrètes à mettre en place. Ce que je veux dire par là, c'est attention à pas imiter forcément les actions concrètes d'autrui. Moi, je préfère que ça vienne de vous. Loin de nous, avec Sophie, l'idée que vous preniez ces 5 à 6 points exactement comme on les fait chez Fly pour les copier-coller chez vous, parce qu'on n'a pas la même culture, parce qu'on n'est pas les mêmes envies. Notre but, c'est de vous inspirer et que vous puissiez après tester, itérer, changer, grandir. Je suis sûre qu'il y a des choses qui n'auraient pas marché chez nous, qui auraient très bien marché chez vous. Et à l'inverse, pas du tout. Typiquement, chez nous, ça ne marcherait pas de faire des temps de formation sur des apéros parce qu'on serait trop dissipés, mais je suis sûre qu'il y a des équipes chez qui ça passerait hyper bien. Je ne sais pas, même sur le co-développement ou le mentorat, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir les expertises suffisantes en interne, mais peut-être qu'il faut le faire à la hauteur de votre espace de coworking ou de votre écosystème d'autres entrepreneurs ou dans des clubs. On pourrait imaginer du mentorat ou du co-développement avec des personnes qui font le même métier que vous ailleurs. Tout est testable, tout est envisageable. Attention à ne pas juste essayer de copier-coller et tout de suite abandonner en disant: «Oh, c'est pas fait pour nous». L'important, c'est de toujours recommencer. Pour un peu conclure sur cette partie, quelque part, souvenez-vous des obstacles qu'on a donnés tout à l'heure. Aucun n'est finalement insurmontable quand on réfléchit. Beaucoup d'actions sont possibles sans mettre en place des énormes budgets. Et quelles que soient les petites choses que vous allez mettre en place demain, surtout, testez tout. Rien n'est à inscrire dans le marbre. C'est important de tester, puis itérer. Donnez-vous peut-être un test de 1 mois, 2 mois, 6 mois, pour après revenir dessus et proposer une V2. Nous, avec Sophie, on est fan absolu d'un outil d'amélioration continue qui s'appelle le KISS, Keep, Improve, Start, Stop. Le but est juste de se poser la question tous les X mois à la fin d'un premier outil mis en place, quel qu'il soit, de se retrouver tous ensemble et se dire: «OK, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qui était bien dans ce nouveau process, dans ce nouvel outil? Qu'est-ce qu'on doit légèrement impressionner? Qu'est-ce qu'on start et qu'est-ce qu'on démarre de nouveau?» Par exemple, je ne sais pas, on devrait commencer, le partage entre pairs. Qu'est-ce qu'on stoppe? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Enfin, parlons des fruits. Qu'est-ce qu'on souhaite récolter avec tout ça? J'aurais pu vous le demander dans le chat, mais bon, en fait, j'ai envie de vous dire, là, on va ouvrir des portes grandes ouvertes, mais c'est important de se le rappeler. À quoi bon, finalement, lancer toutes ces grandes et petites actions de formation? Eh ben, fidéliser, évidemment. On parlait du fait d'attirer des seniors tout à l'heure. Moi, je veux bien attirer des nouvelles personnes, seulement commençons aussi à peut-être éviter un turnover malsain. Alors, je ne suis pas contre. Merci pour le rappel de l'effet halo. De rien, Lorraine. Je suis pas contre, l'idée, quelque part d'ajouter de nouvelles personnes et je suis pas contre l'idée du turnover s'il est sain. Après tout, il y a des personnes qui parfois, doivent partir parce que c'est le moment de leur, «vie» entre guillemets, mais on a tous des problématiques de fidélisation et c'est vrai qu'avec Sophie, on croise pas mal de personnes qui peut-être lâchent un peu prise parce qu'elles ne grandissent plus, parce qu'elles ne progressent plus. Et ces personnes, il faut les rattraper au vol. On va parler évidemment performance, compétence, l'un va pas sans l'autre. Apprendre de meilleures compétences, être meilleur dans son travail pour une entreprise au global plus performante. Performante parce qu'aussi peut-être plus épanouie. Personnellement, j'ai la conviction que si on prend plus de plaisir au travail, eh ben, on travaille mieux. Ça va aussi évidemment booster les capacités d'innovation et de créativité. Finalement, rappelez-vous peut-être ceci, on parlait tout à l'heure de la crainte de sortir de sa zone de confort. Pour moi, on ne sort pas de sa zone de confort, par contre, on agrandit sa zone de confort petit à petit. Et typiquement, permettre à vos collaborateurs d'agrandir leur zone de confort, c'est leur permettre d'innover de plus en plus ou d'agrandir leur terrain de créativité, leur terrain d'autonomie. Et enfin, peut-être, ça va booster le besoin de reconnaissance dans notre entreprise, que ce soit de la reconnaissance des personnes qui auront l'audace de mettre des choses en place, que la reconnaissance des personnes qui pensent avoir une expertise métier très fort, comme de savoir-être pur. Quelque part, quand on est reconnu comme un mentor interne, comme un expert interne, ça fait vachement de bien. Sophie, sur ces bonnes paroles, comme il nous reste 5 minutes, je te laisse conclure. Oui, merci d'être, là. Je vois que certains partent. J'imagine qu'il y a des réunions qui commencent à 14h, donc on prend note, on va pas vous retenir plus longtemps. Merci de vous être connectés, hein. Anne-Claire le disait, on sait que là, la période des fêtes, on a eu un doute, quant au timing, de ce webinaire, mais en tout cas, merci. On espère que ça vous aura apporté, des idées pour aller un cran plus loin, quel que soit,
le stade de développement de votre organisation ou votre place. Encore une fois, partez du terrain. Les croyances limitantes qu'on a listées, elles sont là, donc ne les lignez pas, évidemment, ça fait aussi partie de vous, mais voyez comment vous pouvez en dépasser certaines avec du coup des actions concrètes, des actions peut-être un peu plus stratégiques, notamment avec les leaders, et voyez comment aller plus loin si vous avez envie, mais n'oubliez pas que toutes ces actions ne peuvent vraiment porter leurs fruits que si elles sont combinées avec un état d'esprit qui va soutenir vraiment la progression et la formation au sein de votre entreprise. Je me permets, je viens d'avoir l'idée pendant que je t'écoutais, Anne-Claire, des webinaires, on n'en fait pas si souvent que ça, pour être honnête avec vous. Du coup, si ça ne vous dérange pas, je me suis permis de prendre vos noms et je vous enverrai un petit court question sur LinkedIn pour savoir ce que vous en avez pensé, ce qu'on peut améliorer vraiment dans le but. Nous, on a vraiment un mantra, c'est de diffuser notre savoir le plus facilement possible. Donc, on a envie d'en faire de plus en plus, mais on veut bien le faire. Donc, si ça ne vous dérange pas, bon, vous serez libre de répondre ou pas, mais je pense qu'on viendra vous poser 2-3 questions sur ce que vous en avez pensé et à quel point on peut peut-être s'améliorer sur le format, l'heure, le contenu. Est-ce qu'on a posé trop de questions, pas assez? C'est hyper important pour nous, voilà, parce que la progression est une de nos valeurs, donc on ne va pas bouder notre plaisir de pouvoir progresser même avec cette courte intervention. Merci à Aussi, tous en tout cas. ouais, merci à tous et aussi on vous partagera évidemment ce petit dessin et évidemment, on sera plus que friandes de votre partage de petites choses mises en place ou d'itérations ou de questions. N'hésitez pas, on est tout à fait, joignables et par mail et sur LinkedIn. Et ben, salut tout le monde. Merci à tous. J'arrête l'enregistrement. Je vous souhaite une belle journée et puis bon courage pour le boulot avant les fêtes de fin d'année. On sait que c'est la dernière ligne droite, donc bon J'avoue. courage à vous. On peut déjà dire bonne fête? Bonne fête. Salut Julien, salut Marie, salut tout le monde.